Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode des Chroniques de Youssef Indy. Le sujet du jour est un sujet d'actualité, mais qui va nous permettre d'aller dans le fond et de poursuivre notre série commencée au mois d'août, notre série de géopolitique. Alors pour ceux qui reviennent de vacances et qui ont raté les précédents épisodes, je vous invite à aller sur la chaîne et à les retrouver et à les regarder. Donc j'ai fait une série de vidéos de fond pour la période estivale. Surtout, donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche afin d'être averti de mes prochaines publications parce que ce que je vois dans les statistiques, c'est que j'ai de plus en plus d'abonnés. Vous êtes plus de 68 000, mais beaucoup ratent les épisodes parce que simplement ils ne sont pas avertis. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui le peuvent, de soutenir la chaîne via Tipeee, PayPal, en cliquant sur les liens dans la description de la chaîne et de vous abonner à ma page Patreon. Alors sur Patreon, je réponds à vos questions, mais surtout, je réponds aux questions et j'aborde les sujets que je ne peux pas aborder ici sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a les règles de la communauté, et ces règles de la communauté qui sont assez floues, lorsqu'on les, lorsqu'on les viole, disons, à son propre insu, eh bien, on a un avertissement, la chaîne est shadowban. Il me semble que ma chaîne a été shadowban et il y a un risque de faire sauter la chaîne. Donc, l'objectif n'est pas de faire sauter cette chaîne le plus rapidement possible. Je veux continuer à faire mes vidéos de fond en partant de l'actualité, mais tous les sujets sensibles qui peuvent conduire à un shadowban euh, ou à l'effacement de ma chaîne purement et simplement, eh bien, seront abordés sur Patreon. Donc, ceux qui se plaignent de ne pas me voir, pas m'entendre aborder certains sujets sur YouTube, eh bien, c'est simple. Vous vous abonnez à ma page Patreon, ça crée une communauté. Vous m'envoyez vos questions. J'y réponds 2 fois par mois. Je réponds à toutes les questions, sans tabou. Voilà. Et donc, vous m'envoyez vos questions et j'y répondrai. Donc, mais pour ceux qui ne peuvent pas soutenir la chaîne, je vous demande simplement de commenter, de liker, de partager et d'activer la cloche. Ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Vous pouvez simplement faire ces petits actes qui demandent quelques secondes. Voilà, voilà. Alors, le sujet du jour, c'est le nouvel ordre mondial. J'aurais pu ajouter eurasiatique ou asiatique, puisque c'est pas le nouvel ordre mondial dont on entend parler depuis des années, à savoir, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, ce n'est pas le nouvel ordre mondial des États-Unis qui touche à sa fin, enfin, plutôt qui a déjà touché à sa fin, mais c'est un nouvel ordre mondial. Je renvoie aussi à ma précédente vidéo sur le partage du monde, un nouvel ordre mondial qui est asiatique ou eurasiatique si on inclut la Russie. Alors, je vais partir de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 septembre, donc quand j'enregistre cette vidéo. Hier s'est tenu, donc hier le 1er septembre 2025, s'est tenu le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont je vous ai déjà parlé, enfin brièvement, je l'ai évoqué brièvement dans une précédente vidéo. Donc il s'est tenu le 1er septembre en Chine, à Tianjin, qui est une des plus grandes villes chinoises, où se sont réunis une vingtaine de chefs d'État. Alors, l'Organisation de coopération de Shanghai est une organisation de sécurité asiatique qui est un peu le pendant géopolitique des BRICS, qui est une organisation économique. Là, on est
avec l'Organisation de coopération de Shanghai sur une organisation plus géopolitique, sécuritaire, avec de nombreux membres et aussi de participants qui ne sont pas forcément membres. La Turquie, le Pakistan, l'Iran, euh, bien sûr. Donc ça a été un sommet extrêmement important, d'autant plus important que à cette occasion, on a vu le président russe Vladimir Poutine s'entendre à merveille avec Narendra Modi, qui est le Premier ministre indien. On les voit se dirigeant vers Xi Jinping, le président chinois, en se tenant la main. Ils ont eu aussi un entretien en tête-à-tête, et puis une réunion autour d'une table, donc un entretien en tête-à-tête dans la voiture blindée de Vladimir Poutine, je crois, pendant 1 heure. Cela fait suite, bien sûr, aux menaces américaines de l'administration Trump visant l'Inde, de sanctions si l'Inde continue à acheter des hydrocarbures russes. Et les Indiens ont répondu qu'il était hors de question de se plier aux desiderata américains. Évidemment, les États-Unis, en perte de vitesse, ne peuvent plus agiter que des menaces de sanctions économiques, propres à cette vieille tradition thalassocratique anglo-américaine de sanctions économiques. Et donc, Donald Trump a commis cette erreur monumentale qui est de pousser l'Inde, qui est un partenaire, on pourrait même dire un partenaire économique, un allié des États-Unis, dans les bras de la Russie et de la Chine. Voilà. Évidemment, cela ne fait que satisfaire notamment le président Xi Jinping. Le président chinois, euh, comme on le sait, il y a un vieux conflit entre l'Inde et la Chine. Il y a eu des escarmouches militaires entre les deux pays sur des questions territoriales. Eh bien, les Indiens et les Chinois sont en passe de régler ce vieux problème, car il y a un sens des priorités, à savoir prioriser les intérêts nationaux, les intérêts économiques et géopolitiques, et prioriser aussi les ennemis. Et du point de vue même indien, les États-Unis deviennent plus un problème qu'une solution. Donc on a vu cette image très choquante du point de vue des Occidentaux, qui ont qualifié, donc les médias occidentaux ont qualifié ce sommet de démonstration de force, donc cette image où on voit Vladimir Poutine, Narendra Modi et Xi Jinping ensemble. Donc on peut parler d'un nouveau centre du monde, un déplacement du centre de gravité. Bon, ça, on le savait, mais c'est acté de plus en plus. Il y a eu des étapes dans, dans cette confirmation, à la fois du nouveau centre de gravité économique, politique, géopolitique du monde, et, euh, et cet avènement d'un nouvel ordre mondial qui n'est pas un ordre mondial unipolaire avec un gouvernement mondial, mais l'avènement d'un monde multipolaire avec de grands espaces qui forment donc des grands espaces géopolitiques qui forment des alliances et qui constituent des centres de décision multiples, donc des grands centres de décision, des centres de décision de moyenne puissance qui se réunissent parce qu'ils ont des intérêts communs. Alors pour comprendre cela, comme d'habitude, je vais pas m'attarder sur l'actualité, commenter, comme le font beaucoup de médias et d'analystes. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous amener aux travaux de fond, à l'écrit. Encore une fois, nous avons des écrits sur ces sujets. Donc, depuis plusieurs semaines, je me fonde sur cet ouvrage pour produire mes vidéos, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État. Cela vous incite à lire, parce que rien ne remplace la lecture. Et je me sers des travaux
pas seulement de mes travaux, mais d'autres travaux, comme vous le verrez, pour produire des analyses de fond. Voilà, ce qui va vous permettre de vous constituer une culture, là en l'occurrence une culture géopolitique que trop peu de gens ont. Alors, on va y aller par étapes. On va commencer par les fondements de la géopolitique, mais pas les fondements de la géopolitique anglo-américaine comme je l'ai fait dans ces dernières vidéos, mais plutôt les fondements de la géopolitique des tellurocraties, des puissances terrestres, et tout particulièrement les fondements de la géopolitique, euh, je dirais pas de la géopolitique allemande, mais de la pensée géopolitique allemande, ce qui n'est pas pareil, et qui a influencé de façon directe ou indirecte les nouveaux centres de décision, les nouvelles grandes puissances, que ce soit la Russie ou la Chine. J'ai cité Carl Schmitt, je vais continuer à le citer dans cette vidéo, mais aussi Karl Haushofer. Il faut savoir que Carl Schmitt, les œuvres de Carl Schmitt, cet auteur allemand très important du XXe siècle, ses œuvres complètes donc, sont en cours de traduction, enfin ont été en partie traduites, et il me semble que cela continue en Chine. Donc dans les universités chinoises, on étudie de plus en plus la pensée de Carl Schmitt. Et vous allez voir donc pourquoi je vais parler de ces auteurs? Parce que ces auteurs nous permettent de comprendre la géopolitique mondiale actuelle et la géopolitique de ces grandes puissances terrestres face à la thalassocratie anglo-américaine, judéo-protestante. Il ne faut pas l'oublier, la dimension religieuse. Alors, d'abord, qu'est-ce que la géopolitique? La géopolitique, selon Karl Haushofer, qui est un général allemand qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle, selon Karl Haushofer, la géopolitique est la conscience géographique de l'État. C'est ainsi qu'il le résume. L'État, lui, est une communauté d'hommes sur un espace défini, voire une civilisation aux frontières claires. Frontières claires, ce qui n'est pas le cas des thalassocraties, des puissances maritimes, des îles, des grandes îles, États-Unis ou Grande-Bretagne, ou d'Israël, qui n'a pas de frontières. J'ai déjà évoqué la question dans une précédente vidéo. Dans ce cas, l'on peut parler d'État-civilisation pour reprendre le concept de Wei Weizhang, qui est un penseur chinois, comme la Chine, donc, État-civilisation, ou dans une certaine mesure, la Russie. Donc, État-civilisation, empire multiethnique, multiculturel. Pour le géopolitologue, donc encore allemand Karl Haushofer, j'ai oublié de vous donner date de naissance, donc 1869 et mort en 1946. La géopolitique n'est ni de droite ni de gauche, mais a pour vocation, selon Haushofer, de servir l'humanité tout entière en favorisant la compréhension entre les peuples. L'objet d'étude de Haushofer est, sont des grandes connexions vitales de l'homme d'aujourd'hui dans l'espace d'aujourd'hui, je le cite. Et sa finalité est, je cite encore, l'insertion de l'individu dans son milieu naturel et la coordination des phénomènes reliant l'état à l'espace. Fin de citation. Cette discipline, donc la géopolitique, a aussi et surtout comme visée de donner aux décideurs politiques les outils intellectuels nécessaires à la prise de décision et à l'action efficace. On voit bien que en Europe, il n'y a plus au sommet des États de pensée géopolitique. Il n'y a plus que la vassalité et l'idéologie. On ne pense plus la géopolitique en réalité. Et même dans les milieux intellectuels autour de l'État, la pensée politique et géopolitique et même politique est extrêmement pauvre, voire vide. Vide. Or, ce que nous constatons donc aujourd'hui, c'est qu'il existe une géopolitique chinoise, une géopolitique russe et une géopolitique états-unienne, mais qu'il n'existe pas de géopolitique européenne, le vieux continent ayant été intégré au glacis américain, comme je l'explique dans cet ouvrage. Vous pouvez vous le procurer
Dans la description, vous trouverez un lien, vous cliquez, vous vous le procurez. Et quand bien même les États-Unis se retireraient de l'Europe, il n'y aurait pas non plus une géopolitique européenne, mais une géopolitique française, allemande, italienne, etc. Si tant est que ces pays se dotent d'une pensée géopolitique. Les États européens ont été ainsi dépossédés par Washington, je l'ai déjà expliqué, de leur souveraineté et de leur droit à désigner leurs amis et leurs ennemis, ce qui nous ramène à Carl Schmitt, ce qu'il explique dans son ouvrage notamment La notion de politique. Je cite Carl Schmitt, c'est très important ce qu'il dit: Aussi longtemps qu'un peuple existe dans la sphère politique, il devra opérer lui-même la distinction entre amis et ennemis, tout en la réservant pour les conjonctures extrêmes dont il sera juge lui-même. C'est là l'essence de son existence, dès l'instant que la capacité ou la volonté d'opérer cette distinction lui font défaut, il cesse d'exister politiquement. S'il accepte qu'un étranger lui dicte le choix de son ennemi et lui dise contre qui il a le droit ou non de se battre, il cesse d'être un peuple politiquement libre et il est incorporé ou subordonné à un autre système politique. Fin de citation. Cet autre système politique, c'est l'Union européenne et l'OTAN dirigée par les États-Unis, eux-mêmes en grande partie sous l'influence du lobby pro-israélien. D'ailleurs, Donald Trump l'a encore déclaré récemment, il a déclaré que le lobby pro-israélien était en perte de vitesse, mais qu'il y a encore quelques années, il contrôlait totalement le Congrès. Donc on peut dire aussi que les États-Unis sont dépossédés de leur souveraineté, puisque ils ne désignent pas, ils ne sont pas les seuls à désigner leurs ennemis. L'État d'Israël désigne pour les États-Unis une partie des ennemis des États-Unis. Si le politique est donc le domaine de la distinction entre amis et ennemis, comme nous l'enseigne Carl Schmitt, alors la géopolitique est celui de l'alliance et de la confrontation des États. La géopolitique appliquée est également, même tout d'abord, la gestion par l'autorité politique de son espace, de l'espace de son peuple, la sécurisation de ses frontières et le maintien hors de celle-ci, au plus loin de toute menace que pourrait exercer tout État, toute armée, toute organisation hostile. D'où la guerre en Ukraine, ce que je vous ai déjà expliqué ici. Mais on va revenir sur d'autres fondamentaux et on va prendre un exemple historique antique. On va faire un petit détour par l'Antiquité. Je vais vous parler des ennemis structurels, dont je vous ai déjà parlé ici brièvement, mais là, on va compléter l'analyse et le propos. C'est l'opposition entre terre et mer, l'opposition entre les puissances terrestres et les puissances maritimes, et l'opposition entre l'Empire, qui est une puissance terrestre, intégratrice, et l'hégémon, une puissance qui peut être terrestre, mais qui est le plus souvent maritime, qui est inégalitaire et non intégratrice. Et dans cet ouvrage, j'explique d'où vient, je fais l'étymologie, l'histoire de l'Empire, Imperium, de l'hégémon, hégémon, terme grec. Je prends l'exemple romain et l'exemple athénien pour montrer la différence entre l'Empire et l'hégémon, qui ont des natures totalement différentes. Et quand on n'a pas ces catégories très claires en tête, on ne peut pas vraiment comprendre la géopolitique, ce qu'est la géopolitique, la confrontation entre ces deux types de puissances. Et donc, je vais me servir d'un exemple d'opposition entre terre et mer, qui est celle de donc l'opposition entre Rome et Carthage. Rome et Carthage. Et vous allez voir que ça permet de comprendre certaines choses, certains phénomènes géopolitiques actuels. Dans l'Antiquité, se sont forgés les États et les grands modèles de puissance géopolitique qui évolueront sur le plan technique
mais dont l'esprit demeure. L'opposition entre empire terrestre et hégémon maritime est permanente jusqu'à nos jours et structure encore la géopolitique mondiale. Les guerres entre Sparte et Athènes, Sparte puissance terrestre, Athènes puissance maritime, et entre Rome et Carthage trouveront un écho au Moyen Âge, enfin, des échos au Moyen Âge et à l'époque moderne dans les guerres opposant l'Angleterre et la France, l'Angleterre et la Russie, l'Angleterre et l'Allemagne, et aujourd'hui celle qui oppose les États-Unis et la Russie, qui succède à l'opposition entre Angleterre et Russie. Les constantes géopolitiques s'étalent donc sur la très longue durée. Ce sont des modèles géopolitiques qui sont toujours pertinents. Sur les plans géopolitiques et juridiques, nous vivons depuis le XVIe siècle dans un monde où s'opposent très clairement deux ordres spatiaux. On est toujours sur ce modèle d'opposition, mais qui évolue. Celui de la mer libre et de la terre ferme. Alors, je vais vous citer encore Carl Schmitt, qui est juriste de formation et de métier, et qui analyse cela sous le prisme du droit et de l'évolution du droit, notamment droit maritime et droit terrestre. Donc, je cite Carl Schmitt dans son ouvrage majeur paru en 1950 qui s'appelle Le Nomos de la Terre. C'est ainsi que l'ordre mondial européocentrique apparu au XVIe siècle s'est divisé en deux ordres globaux distincts, terrestres et maritimes. Pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité, l'opposition entre terre et mer devient le fondement universel d'un droit des gens global. Désormais, il ne s'agit plus des mers intérieures comme la Méditerranée, l'Adriatique ou la Baltique, mais du globe terrestre entier mesurés géographiquement et des océans. Deux ordres universels et globaux s'y font donc face sans pouvoir se ramener au rapport entre droit universel et droit particulier. Chacun d'eux est universel. Chacun a sa propre notion d'ennemi, de guerre et de butin, mais aussi de liberté. La grande décision globale du droit des gens au XVIe et XVIIe siècle culmina donc dans un équilibre entre terre et mer, dans le face-à-face de deux ordres qui ne déterminèrent le nouveau nomos de la terre que dans les tensions de leur coexistence. Fin de citation. Pour ce qui est de la définition de nomos de la terre, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Voilà. Vous allez sur la chaîne, vous regardez l'épisode 32, vous aurez la définition. Donc depuis cette époque, 16e, 17e siècle, jusqu'à la fin du 20e siècle, le rapport de force a tourné à l'avantage des puissances maritimes, à savoir l'Empire britannique, puis son héritière américaine. La chute de puissance continentale qui fait suite à la réforme protestante, puissance continentale européenne, hein, j'entends, qui fait suite à la réforme protestante, qui a affaibli à la fois l'Église romaine et le Saint-Empire romain germanique, a permis, sur la longue durée, l'expansion hégémonique des thalassocraties anglo-américaines, judéo-protestantes, et la vassalisation de l'Europe continentale. Donc c'est d'abord un mouvement religieux, avant de devenir un mouvement géopolitique. Je n'y reviendrai pas ici. Encore une fois, c'est expliqué en détail dans ce livre. Donc la guerre actuelle opposant la Russie et, euh, et l'OTAN en Ukraine est le résultat de cette tension entre puissances terrestres et maritimes. La guerre que mène aujourd'hui la Russie est classique, au sens où elle combat là où se trouvent des populations russophones dans les territoires de l'ancien empire russe, dans son étranger proche, on pourrait dire. Elle combat donc dans sa zone d'influence naturelle et non pas à l'autre bout du monde comme les États-Unis. C'est une guerre du XIXe siècle, typique des puissances terrestres comparables à celle de la Prusse, qui s'est battue pour réunir partiellement, comme on est à l'époque du chancelier de fer, les populations germaniques
disséminés dans une partie de l'Europe. La Russie mène une guerre de sanctuarisation et sa zone d'influence géopolitique sur laquelle empiète l'Amérique via l'OTAN. Pas oublier ça. On est dans la géopolitique, dans comment dire, dans une lutte de préservation de son territoire, bien sûr, mais aussi de sécurisation de sa zone d'influence, qui constitue une sorte de zone tampon entre l'ennemi et le territoire national. On peut remonter à l'Antiquité pour y trouver ce type de guerre limitée pour préserver ou agrandir sa zone d'influence. Je parle bien d'une guerre limitée. La guerre en Ukraine opposant la Russie et l'OTAN est une guerre limitée du point de vue russe, parce qu'ils ne veulent pas envahir toute l'Ukraine, ils veulent se contenter des zones qui sont russophones, où des populations sont liées historiquement à la Russie, etc. C'est pas le sujet, mais il faut garder cela à l'esprit. Donc une zone d'influence qui coïncide avec la zone de sécurité pour tracer une limite géographique au-delà de laquelle la vie de l'État lui-même est menacée. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, les différentes phases d'expansion de l'OTAN. Donc maintenant, on va faire un petit détour vers l'Antiquité pour comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. Dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Rome unifia l'Italie, elle fut menacée à l'est, sur sa côte tyrrhénienne, par Carthage. Vers 280 avant Jésus-Christ, Carthage occupa Lipara, dans les îles éoliennes, un poste d'observation de premier plan au débouché du détroit de Messine. En 270 avant Jésus-Christ, Rome reconquiert Rhegium face à la Sicile et contrôle dès lors le détroit de Messine, une des deux grandes voies de communication entre les bassins oriental et occidental de la Méditerranée. Carthage, qui a essayé sans succès d'empêcher l'unification de la péninsule italienne par Rome, veut alors au moins fermer à Rome l'accès à la Sicile, clé de l'hégémonie coloniale carthaginoise. On peut dresser donc un parallèle avec la séquence historique qui commence avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine au début des années 2000. Alors que la Russie s'est reconstituée, a solidifié son État, elle s'est retrouvée menacée par les États-Unis, on va dire la Carthage des temps modernes, à l'intérieur de ses frontières. La guerre de Tchétchénie, les guerres de Tchétchénie, et à l'extérieur par la progression de l'OTAN vers sa zone d'influence, sa zone de sécurité. Donc un peu comme Carthage, c'est-à-dire Carthage a essayé d'empêcher l'unification de l'Italie et a voulu maintenir une contention à l'extérieur, autour, dans l'étranger proche de l'Italie, donc de Rome. Pour s'affirmer comme puissance régionale, Rome est contrainte de sortir de la péninsule italienne et d'affronter Carthage. Il en va de sa survie. Donc on peut se dire, Rome est l'agresseur, puisqu'il est sorti de sa péninsule pour affronter Carthage. Mais comme je l'ai expliqué, Carthage menait une géopolitique de contention vis-à-vis de Rome, ce qui a contraint Rome à sortir de la péninsule italienne. Tout comme la Russie est sortie de ses frontières pour affronter l'OTAN en Ukraine. Dans les deux cas, dans le cas de la guerre punique, ce qu'on appelle la guerre punique romano-carthaginoise, et dans la guerre russo-otanienne, dans les deux cas, donc, la guerre était inéluctable. Car de deux choses l'une, soit la puissance terrestre demeure dans ses frontières, elle laisse venir la puissance maritime l'attaquer sur son territoire, au risque d'être acculée, voire de disparaître, soit
elle se projette militairement pour sanctuariser une zone d'influence plus large qui constituera une protection durable. C'est de la logique pure. Pas compliqué en fait à comprendre la géopolitique. Les intérêts de Carthage qui se trouvent dans le contrôle militaire, politique et commercial de la Méditerranée s'opposent frontalement aux intérêts vitaux de Rome qui doit s'assurer une zone d'influence et de protection. Carthage opérait donc une contention de Rome, tout comme les États-Unis le font à la Russie. C'est pas une question de gentil ou de méchant, c'est de la géopolitique. Les Carthaginois voulaient faire de la Sicile un pont vers l'Italie, comme les Américains utilisent l'Ukraine comme une tête de pont vers la Russie. C'est ce que disait Mackinder en 1904, que je vous ai déjà cité. Il disait qu'il fallait euh, abattre la Russie, qu'il appelait l'État pivot, en utilisant l'Europe comme tête de pont. C'était la stratégie de Carthage à l'époque. Donc la Russie, comme jadis Rome, est sur le mode défensif, mais elle répond à l'attaque d'un ennemi, l'Amérique, qui est hors de portée de son armée. C'est la grande différence, une des grandes différences avec la guerre punique. Rome a détruit Carthage pour réduire à néant la menace. C'était la fameuse phrase que répétait un sénateur romain, Carthago delenda est, Carthage doit être détruite, Carthage doit être détruite. C'était une priorité, pas parce que les Romains sont méchants et qu'ils considéraient Carthage comme étant l'axe du mal, mais Carthage constituait une menace existentielle pour Rome. Donc l'idée, c'était soit Carthage est détruite, soit Rome est détruite. La Russie, elle, ne peut détruire l'Amérique qu'au prix d'un échange nucléaire catastrophique pour l'humanité. Tandis que les États-Unis menacent la Russie près de sa frontière en utilisant les proxys ukrainiens et européens. D'ailleurs, ça a été admis par Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Il a déclaré publiquement que la guerre contre la Russie était une guerre américaine utilisant des proxys. C'est officiel maintenant. Les Américains mènent une guerre internationale contre la Russie sans avoir à s'impliquer officiellement. Carthage s'impliquait directement. L'asymétrie militaire au désavantage de la Russie est très important, extraordinairement important. Mais l'asymétrie dans ce conflit n'est pas exclusivement militaire. La Russie mène une guerre traditionnelle, conventionnelle, donc limitée par nature. Nous dirons même que l'offensive russe est limitée par la nature même de la Russie. Les États-Unis, eux, mènent une guerre hors limite, c'est-à-dire une guerre dont l'espace d'action n'est pas seulement géographique, n'est pas seulement militaire, mais il est civil, économique, juridique, sociétal, notamment via les ONG et les tentatives de révolution colorée. On ne va pas y revenir. Je vous renvoie aux travaux de Pierre-Antoine Plaquevent, notamment son livre Métapolitique du globalisme. Soros, c'est la société ouverte, Métapolitique du globalisme. La guerre hors limite est donc une guerre totale. C'est ce que mènent les États-Unis contre la Russie. Et la Russie, elle, est dans une guerre conventionnelle, militaire. Et c'est bien donc à cette attaque totale à laquelle fait face la Russie depuis de nombreuses années, avant le déclenchement de l'opération militaire spéciale, avant même le coup d'État en Ukraine, à Maïdan, en 2014 en fait. Ce qui amène à la réaction dont j'ai déjà parlé, mais là je vais compléter, la constitution de blocs géopolitiques, ce qui nous ramène à la réunion, au sommet d'hier, en Chine, de l'Organisation de coopération de Shanghai, donc la constitution de blocs géopolitiques en réaction à l'hégémonisme de la thalassocratie. Donc, l'alliance fondamentale est Chine-Russie, à laquelle s'agrègent d'autres puissances, et d'autres puissances qui ne sont pas forcément en accord les unes avec les autres. On voit bien que là, il y a un rapprochement entre l'Inde et la Chine, mais la Chine a fourni depuis des années des armes
au Pakistan, qui a été en conflit encore très récemment avec, l'Inde et a vaincu l'armée indienne en utilisant des armes chinoises. Et le Pakistan et l'Inde, étaient présents au sommet d'hier. Donc, bon, les choses sont toujours plus compliquées pour ceux qui veulent des gentils et des méchants, des blancs et des noirs, pas au sens racial, hein, bien sûr. Bah, sont toujours déçus par la géopolitique, parce que la géopolitique, la réalité politique est toujours, grise. Ce sont des nuances de gris. C'est pas blanc ou noir, pas forcément gentil et méchant. Et donc ceux qui veulent une lecture manichéenne de la géopolitique, eh bien, sont toujours déçus et attendent de nous qu'on leur désigne des gentils, des méchants et sont mécontents parce qu'on fait simplement de l'analyse géopolitique. Et ça ne les satisfait pas, mais chacun son métier. Moi, je viens pas sur votre lieu de travail pour vous expliquer comment vous faites votre travail. Donc, n'essayez pas de nous expliquer comment on doit faire le nôtre. Ce qu'on essaie simplement, c'est de vous expliquer qu'il y a une logique. En fait, beaucoup de gens ne percutent même pas, n'intègrent même pas la logique politique, la logique géopolitique. Ils sont toujours dans un manichéisme. En fait, ils veulent un axe du bien et un axe du mal, comme George W. Bush et Benjamin Netanyahou. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'ordre des grands espaces dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos, dans la précédente vidéo notamment, est advenu. C'est ce que l'on appelle le monde multipolaire, ou comme le disait Carl Schmitt, un polypôle ou un pluriversum. Appelez ça comme vous voulez. Donc un monde multipolaire constitué de grandes puissances agrégeant autour d'elles, pardon, des nations qui forment des blocs géopolitiques. La séquence unipolaire dont je vous ai parlé aussi récemment dans les précédentes vidéos ne fut en réalité qu'un bref moment durant lequel devaient se reconstituer les puissances russes, chinoises et devaient se constituer d'autres puissances moyennes qui étaient émergentes et qui ont émergé depuis. Ce début du XXIe siècle est non seulement celui de la multipolarité, mais aussi celui du déplacement du centre de gravité vers l'Est, vers le cœur continental du monde, au détriment des thalassocraties périphériques anglo-américaines et leurs vassaux. Il s'agit d'un phénoménal renversement de rapport de force à l'échelle de l'histoire et de la planète. C'est ce qu'on est en train de vivre est un moment historique absolument inédit à l'époque moderne. Les puissances thalassocratiques ont été vaincues, même si ce n'est pas une victoire éclatante. Ça, c'est le premier changement. Donc, les puissances tellurocratiques ont gagné. Elles ont gagné de facto puisqu'elles n'ont pas disparu, elles n'ont pas été vaincues. Elles n'ont pas été vaincues, elles émergent, elles sont puissantes économiquement, militairement. Donc, elles ont triomphé du point de vue des puissances thalassocratiques anglo-américaines, judéo-protestantes. Elles ont, parce que l'objectif était de les briser. Or, ils n'ont pas réussi à les briser. Et le deuxième phénomène extrêmement important, phénoménal, euh, c'est l'effacement de l'Occident, euh, je dirais pas de la scène de l'histoire, mais très clairement, ce que l'on a eu avec le sommet d'hier, c'est c'est l'avènement d'un nouvel ordre mondial dont les principaux acteurs ne sont pas en Occident. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU était présent au sommet d'hier, à l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc il y a aussi un poids qui va se sentir de plus en plus de ces puissances de l'Est sur l'ONU. En tout cas, même si l'Occident n'a pas disparu, parce qu'il a toujours cette capacité aujourd'hui qui est une capacité de nuisance, hein, parce que l'Occident, les États-Unis en tête, n'apportent plus grand-chose à l'humanité. Ils ont toujours un poids important, mais ils ne constituent plus la principale puissance mondiale. Et ils ne sont clairement plus le centre du monde, comme ils l'étaient.
Les plus grandes ressources énergétiques, pétrole, gaz, sans oublier les matières premières, et les plus grandes puissances économiques et militaires sont des États continentaux à l'Est, contrôlant de grands espaces et s'alliant à de nombreux États de l'immensité continentale africaine. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Le basculement de l'Afrique, enfin, d'une partie de l'Afrique. Les États-Unis et le reste du monde occidental représentent environ 25% de la population mondiale. Et ils font face aux 75% restants qui sont agrégés autour des deux puissances continentales que sont la Russie et la Chine. Alors, certes, on dit ce ne sont pas des démocraties, etc., mais bon, en Occident, il n'y a plus de démocratie non plus. Mais par contre, la donnée que je viens de vous donner, c'est-à-dire 25-75%, de ce monde qui a émergé et qui domine, ça, c'est de la démocratie à l'échelle mondiale. Ceux qui veulent un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial démocratique, bah, d'une certaine façon, ils l'ont, vous le vouliez. Vous vouliez que la majorité ait le pouvoir. Eh bien, c'est fait. 75% de la population mondiale est en train de s'imposer à la minorité. Voilà. Donc, les démocrates, réjouissez-vous. On va se réjouir avec vous. C'est donc la fin de l'ère thalassocratique. Alford John Mackinder, dont je vous ai déjà parlé ici, mettait d'ailleurs en garde, donc il est né en 1861, mort en 1947, il mettait d'ailleurs en garde l'Empire britannique, il y a plus d'un siècle, hein, face au danger que présentait la puissance terrestre russe, en ce que la puissance continentale a des chances supérieures de triompher contre la puissance maritime face à la diplomatie, même ingénieuse de cette dernière. Au final, c'est la Russie qui a eu le dernier mot. On aura peut-être une guerre nucléaire au final, hein. Qui sait? Ceux qui s'étonnent de voir le rapprochement sino-russe ignorent simplement les constantes et les fondements de la géopolitique. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo du pacte Molotov-Ribbentrop, conclu à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui se justifiait par la nécessité pour les deux puissances terrestres, allemandes et russes, de se rapprocher et de faire bloc face aux puissances maritimes anglo-américaines. Donc ça, c'est dans la logique, ça aurait été cela, mais comme je l'ai expliqué, c'était pas cela qu'avait Adolf Hitler en tête. Il voulait gagner du temps, d'une certaine façon, avant d'attaquer la Russie, l'Union soviétique. Et ce, malgré les différences idéologiques. Tout de même, ils ont signé un pacte au-delà des oppositions fondamentales idéologiques. L'erreur fatale d'Adolf Hitler a été de rompre ce pacte, comme je vous l'ai expliqué, pour le plus grand plaisir au final des Britanniques et des États-Unis, qui se sont débarrassés, à moindre frais, puisque c'est l'Union soviétique qui a fait ce travail, d'un encombrant État dominant au cœur de l'Europe, à savoir l'Allemagne. Je vais vous citer Jean Klein, professeur français émérite à l'université Paris 1 Sorbonne et chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, dans la préface de l'ouvrage qui a pour titre De la géopolitique de Karl Haushofer. Il explique que durant cette époque-là, l'époque de l'Allemagne hitlérienne, je cite Jean Klein, ce n'est qu'après avoir exposé aux principaux chefs militaires ses plans de conquête à l'Est que Hitler se heurta à la résistance des milieux traditionnels dont le général Beck était un représentant typique. Fin de citation. Ces milieux traditionnels allemands cherchaient à restaurer une Allemagne forte et son hégémonie sur le modèle classique et s'opposaient à une guerre contre l'Union soviétique. Ils comprenaient que l'intérêt de l'Allemagne était de maintenir l'alliance avec la Russie, l'Union soviétique, quel que soit son nom. Les dirigeants chinois et russes, qui ont une forte conscience historique, ne commettront pas, eux, l'erreur de se séparer. Parce qu'ils ne sont pas non plus très idéologues, les dirigeants russes et chinois. Ce sont des pragmatiques.
On est sorti de l'époque où les idéologies étatiques rendaient aveugles. D'autant plus que la double politique de contention américaine contre la Russie et la Chine contraint ces deux pays à se souder. Même s'il n'y a pas une guerre contre la Chine, il y a quand même une contention militaire en Asie-Pacifique des États-Unis contre la Chine, et même la création d'un équivalent de l'OTAN dans le Pacifique qui s'appelle l'AUKUS, intégrant l'Australie d'ailleurs. Mais l'Australie qui est proche géographiquement de la Chine, qui n'a pas forcément envie d'être entraînée dans une guerre contre la Chine. C'est un autre sujet. Le globe étant un champ de bataille où les États se disputent la domination du monde, pour reprendre les termes de Karl Haushofer, la guerre en Ukraine peut être interprétée comme la continuation de la politique eurasiatique de la Russie pour sécuriser le continent, tout comme l'avait fait Rome à l'époque face à Carthage. Toujours garder en tête cet exemple. C'est ce que l'on appelle traditionnellement une pacification à la romaine, donc Pax Romana. L'on comprend donc naturellement le soutien apporté par Pékin à Moscou. C'est la logique des choses. Ils en sont même contraints d'une certaine façon. L'Empire du Milieu avait besoin, pour pérenniser ces nouvelles routes de la soie, que l'Europe et l'Asie soient pacifiées. C'était une nécessité. Et donc, du point de vue chinois, la Russie, en s'opposant à l'OTAN en Europe, fait une besogne nécessaire du point de vue de la Chine. D'où le soutien chinois. Et pour aussi d'autres raisons. On ne va pas y revenir ici. Ce qui est frappant donc aujourd'hui, c'est que le réalisme géopolitique allemand, comme je disais au début de la vidéo, a été adopté par les Russes et les Chinois, abandonné par les Européens et même par les Allemands. En effet, Karl Haushofer écrivait en 1940, je le cite, incontestablement le plus grand et le plus important changement dans la politique mondiale de notre temps est la formation d'un puissant bloc continental englobant l'Europe, le nord et l'est de l'Asie. Mais toutes les grandes formations et configurations de cet ordre ne sortent pas toutes faites de la tête d'un quelconque homme d'État, si grand soit-il, comme cette célèbre déesse grecque de la guerre dans son aspect transfiguré. Les gens informés savent comment de telles formations sont préparées de longue date. Fin de citation. La politique eurasiatique n'est effectivement pas un projet élaboré originellement et ponctuellement par quelques dirigeants, mais le fruit de la nécessité, comme je l'ai dit, des forces historiques. L'alliance euro-asiatique, ou russo-chinoise pour être plus précis, suit un principe qui nous vient de l'Antiquité à l'époque de la naissance de l'État romain. Proverbe romain, latin, fas est ab hoste doceri. C'est un devoir sacré que de se laisser enseigner par l'ennemi. Je vous cite encore Karl Haushofer qui disait lors de la naissance d'importantes formations politiques, l'adversaire a souvent déjà très tôt un vif instinct de ce qui le menace, un sentiment prémonitoire qu'un remarquable sociologue japonais, Vishara, attribue à tout son peuple et qui lui permet de voir venir les dangers de loin. Une telle caractéristique nationale est très précieuse. Chacun sera étonné d'apprendre que ceux qui, les premiers, ont vu poindre à l'horizon la possibilité d'un tel bloc continental, lourd de menaces pour la domination mondiale des anglo-saxons, ont été les dirigeants anglais et américains. À une époque où nous, au sein du Deuxième Reich, 1871-1918, ne nous étions pas encore fait une image des possibilités pouvant résulter d'une liaison entre l'Europe centrale et la puissance dirigeante de l'Asie orientale. Il faisait référence au Japon, à travers l'immense Eurasie. Fin de citation. Lord Palmerston, dont je vous ai déjà parlé ici, 1784-1865, homme politique britannique, 2 fois Premier ministre, avait lancé lors d'une crise ministérielle en 1851, je cite Lord Palmerston,
Quelque désagréables que puissent être maintenant nos relations avec la France, nous devons les maintenir car à l'arrière-plan menace une Russie qui peut relier l'Europe et l'Asie orientale. Et seuls, nous ne pouvons pas faire face à une telle situation. Fin de situation. Fin de citation. Omer Léa, 1876-1912, aventurier et écrivain américain, écrit un livre sur le crépuscule des Anglo-Saxons à l'époque de l'apogée de l'hégémon mondial britannique. Il y dit que la fin de la domination anglaise pourrait survenir le jour où l'Allemagne, la Russie et le Japon s'allieraient. On comprend dès lors que ce ne sont pas les cerveaux de Vladimir Poutine ou de Xi Jinping qui ont élaboré la politique de rapprochement sino-russe. Il s'agit d'une réaction à la géopolitique des Anglo-Américains qu'ils ont baptisé la politique de l'anaconda, dont je vous ai déjà parlé ici. Enserrement, étouffement et broyage des nations. Il s'agit donc d'un rapport dialectique, d'une menace qui contraint les États continentaux à former de puissants et grands espaces pour entraver la politique de l'anaconda. Aussi, l'objectif stratégique anglo-américain de séparation de l'Allemagne et de la Russie n'est pas une nouveauté. Washington a détruit en 2022 les gazoducs qui reliaient ces deux pays. Je vous renvoie aux études publiées dans ce livre sur la destruction de Nord Stream 2. Donc, qui reliaient les deux pays. Et hier, en craignant, en 1919, alors que l'Allemagne était à genoux et désarmée, les Anglo-Américains craignaient à l'époque la collaboration germano-russe et proposèrent, je cite, qu'au prix d'un grandiose transfert des habitants de la Prusse orientale vers l'ouest, l'Allemagne n'accède plus qu'à la rive occidentale de la Vistule, uniquement pour que l'Allemagne et la Russie ne puissent plus se rencontrer directement. Fin de citation. J'ai cité Karl Haushofer. Le traité de Rapallo, signé le 16 avril 1922 par l'Allemagne et la République soviétique fédérative socialiste de Russie, fut une grande déception pour l'anglais Mackinder, le géographe fondateur de la géopolitique anglo-américaine, et son école, puisque ce qu'il craignait était en train de se réaliser. La nouvelle route de la soie chinoise qui relie l'Est de la Chine à l'ouest de l'Europe, par voie essentiellement continentale, a ravivé cette vieille peur anglo-américaine, surtout américaine. L'historien géopolitologue états-unien Brooke Adams, 1848-1927, voyait dans l'éventualité d'une vaste politique ferroviaire transcontinentale avec le terminus de Port Arthur et de Tsingtao, deux ports dans l'Est chinois, une unité germano-russe asiatique-orientale que toute tentative de blocus anglais ou de blocus américain, même conjugué, ne pourrait briser. Et nous le constatons aujourd'hui, la politique de sanctions américaines contre une Russie adossée à la Chine et aux autres grands espaces du monde multipolaire, donc les BRICS, est vaine. Donc, ce qu'avait vu venir Brooke Adams s'est réalisé. Et Brooke Adams, je le répète, est né au milieu du 19e siècle et est mort en 1927. Même sans l'Europe, que Washington a réussi à séparer de la Russie, puisqu'elle a intégré à son grand espace, l'Alliance continentale eurasiatique met d'ores et déjà en échec les Anglo-Américains sur le plan politique, militaire et économique. La rupture russo-européenne causée par les Américains a eu pour conséquence de pousser la Russie vers un autre continent, notamment l'Afrique, où les Chinois sont déjà bien implantés. J'appellerais ça, on pourrait appeler ça les vases communicants de la géopolitique.
Donc les États-Unis, eux, vivent sur des acquis géopolitiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en réalité. Et ils dorment sur leur laurier. Ils n'ont pas véritablement actualisé leur géopolitique. Ils sont sur des vieux schémas hégémoniques qui s'accompagnent d'un mépris racial vis-à-vis du reste de l'humanité. Et là, ils en subissent les conséquences. Et ils vivent aussi sur cet acquis géopolitique de la domination de l'Europe et du Japon. La politique continentale pour contrer l'endiguement anglo-américain doit se faire, donc du point de vue russe, chinois, sans ces deux régions du monde, donc sans le Japon et l'Europe, Japon, Corée du Sud. Quoique, je vais y revenir là, dans quelques secondes. Mais avec un nombre important, donc ils peuvent compter sur de grandes et moyennes puissances pour compenser, dont l'Inde, l'Iran, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Brésil, auxquels s'ajoute une Afrique qui bascule en partie vers l'Est au détriment de l'Ouest. Donc, ces deux puissances, Russie et Chine, ont avec elles la majorité de l'humanité, de la planète. On va conclure avec une question à laquelle on va essayer de répondre, qui est la suivante. Quel avenir pour la géopolitique mondiale, compte tenu de ce que j'ai exposé dans cette vidéo et dans les précédentes vidéos? La force d'attraction de la masse économique continentale, donc Russie, Chine, Inde, etc., pourrait, je dis bien pourrait, conditionnel, arracher du giron anglo-américain judéo-protestant le Japon et l'Europe, à terme, peut-être. Si une guerre mondiale n'advient pas avant, une guerre nucléaire. Car si hier, l'Amérique, les États-Unis, était une puissance économique attractive, avec une économie basée sur la production réelle, l'économie réelle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'elle propose à ses vassaux, c'est la récession, la pauvreté, le pillage de leurs industries, la guerre, l'humiliation continuelle. On l'a vu il y a quelques semaines dans le bureau ovale. Les dirigeants européens sont ainsi pris en étau entre leurs maîtres de l'oligarchie occidentale qui entraînent leur pays dans l'abîme et qui les utilisent dans ce sens, puisque ce sont leurs employés, et leur peuple en révolte qui s'oppose à cette politique mortifère. De son côté, la Russie attend de tirer des bénéfices de la guerre d'attrition contre l'Occident, contre l'OTAN, jusqu'à ce que la patience des peuples d'Europe atteigne ses limites. Il y a aussi, je pense, ce jeu-là du côté russe. La pression russe exercée sur les gouvernements européens n'est pas visible, mais elle est réelle. La capacité de résistance et les ressources de la Russie sont largement supérieures à celles des Occidentaux. Moscou n'a donc qu'à faire durer les hostilités, en tout cas tant que ces conditions ne sont pas acceptées par les Européens et les Américains, et l'épuisement industriel européen et économique, on y est déjà, hein, jusqu'au moment où les peuples européens ne supporteront plus les effets économiques de cette guerre. Et là, ça lâchera. Quant au Japon, il a quand même fait montre d'un pragmatisme propre à sa culture. Tokyo a refusé de sacrifier son économie pour les besoins stratégiques états-uniens et dans sa guerre contre la Russie. Le Wall Street Journal rapporte dans un article du 2 avril 2023 que, je cite le Wall Street Journal, les États-Unis ont rallié leurs alliés européens à l'idée de plafonner à 60 dollars le baril des achats de pétrole brut russe. Mais l'un des plus proches alliés de Washington en Asie achète désormais du pétrole à des prix supérieurs à ce plafond. Le Japon a obtenu des États-Unis qu'ils acceptent
cette exception en affirmant qu'il en avait besoin pour garantir l'accès à l'énergie russe. Cette concession montre la dépendance du Japon à l'égard de la Russie pour les combustibles fossiles, ce qui, selon les analystes, a contribué à l'hésitation de Tokyo à soutenir davantage l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Fin de citation. Donc les Américains font face quand même à une situation qui est difficile. Ils exigent une obéissance aveugle de leurs vassaux, mais contre leurs intérêts vitaux, contre les intérêts vitaux de leurs vassaux. Trop tirer sur la corde de la soumission, hein, de la vassalité, finirait par la casser, comme je vous l'ai dit. La situation géographique du Japon, qui est proche des deux mastodontes géopolitiques chinois et russes, peut le pousser à terme vers un rapprochement avec Pékin et Moscou, ce qui avait commencé avec Shinzo Abe quand il était Premier ministre. Et Shinzo Abe, après la fin de son mandat, a été malencontreusement assassiné. Allez savoir pourquoi. Donc le Japon pourrait essayer de trouver un modus vivendi avec la Russie et la Chine à terme. Le besoin d'hydrocarbures pour sa puissance industrielle étant vital pour le Japon, il ne peut pas se faire harakiri pour une guerre qui ne le concerne pas et qui n'est même pas dans sa zone, même pas dans son étranger proche. C'est à l'autre bout de la terre pour le Japon. On ne peut pas lui demander des sacrifices pour l'Ukraine ou pour l'Europe. La réalité, donc, des rapports de force est évidente entre une minorité démographique à l'échelle mondiale qui mène une politique économique et militaire mortifère et des grandes puissances terrestres qui sont dans un essor économique et qui travaillent à la stabilité du grand continent. Parce que la stabilité est dans leur intérêt économique, dans leur intérêt politique. Et c'est pour cela qu'on a des puissances qui sont rivales sur certains aspects, même ennemies, qui se rassemblent parce qu'elles ont face à elles une puissance géopolitique, à savoir les États-Unis et ses vassaux, devenus complètement fous et complètement folles, et dont l'action essentielle dans le monde, en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique, au Proche-Orient, consiste à semer le chaos. Rien d'autre. Bon, on reviendra très certainement sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis à partir de la semaine prochaine, on fera je ferai des vidéos un peu plus courtes. Donc j'en ai terminé avec cette série estivale que j'ai un petit peu prolongée hein, jusqu'à ce début de mois de septembre sur les fondements de la géopolitique. Et je vous dis donc à mercredi prochain, 18h. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, d'activer la cloche, de commenter, de liker et de partager et de soutenir la chaîne via Tipeee, PayPal et Patreon dans la description de la chaîne. Et vous trouverez aussi un lien pour vous procurer ce livre, La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État. À bientôt, à mercredi prochain, 18h, si Dieu veut.